Merci beaucoup René. Je pense qu'il y a d'abord il y a énormément de questions. Et je vais peut-être juste ouvrir le bal. Je voudrais d'abord que tu nous définisses comment est composé et par qui le comité d'éthique. Et ensuite, je voudrais te poser une question un peu plus vaste. Tu as connu les cabinets ministériels et tu serais en position de responsabilité tout de suite, on pourrait imaginer, ministre de la Santé ou qui sait plus, avec ta connaissance médicale, avec l'ensemble des questions que tu as abordées là. Comment toi, tu expliquerais ce qui se passe et comment tu mènerais ce dossier extrêmement difficile? Pour répondre à ta deuxième question, non, ce que je proposerais, c'est que justement, il y ait une espèce de task force sur la procréation médicalement assistée avec tous les aspects que je vous ai mentionnés, pas uniquement une réponse rapide sur un phénomène qui va concerner une petite partie de la population, mais l'ensemble effectivement de cette prise en charge sur le plan information, sur le plan prévention, sur le plan médical, sur le plan universitaire. Donc véritablement une coordination, au lieu d'avoir un texte de loi qui se balade au Sénat actuellement sur la recherche sur l'embryon, un autre sur la famille, plus un nombre de points qui ne sont pas du tout abordés, comme le don d'ovocytes avec 8000 femmes qui partent à l'étranger. Puis cette discussion sur l'anonymat qui n'a pas lieu. Donc voilà, il faut se poser, et dans ce sens-là, je refais le lien avec ta première question, puisque le Comité national d'éthique vient de changer de président, et que c'est Jean-Claude Amezen, que j'ai entendu peu de temps, et avec qui je vais discuter d'ailleurs demain soir sur Europe numéro 1 en direct, effectivement, lorsqu'il a été sollicité, puisqu'il vient de l'être, enfin, me direz-vous, par le gouvernement pour répondre à ces questions sociétales, il s'est dit, il faudra le temps qu'il faut pour qu'on puisse réfléchir et répondre à la question. Donc, organiser une réflexion, je dirais prendre une décision, parce que sinon on va rester avec des oppositions qui n'avancent pas. À un moment donné, il faut bien trancher, et tout le monde ne sera pas d'accord, bien entendu. Mais je voulais pointer, j'ai pointé, je pense, un certain nombre de contradictions et d'incohérences qui méritent en tous les cas qu'on avance. Donc oui, le Comité national d'éthique est important, parce qu'il doit être un peu en dehors de la bataille qui est devenue politique, là, véritablement, avec gauche-droite, etc., etc., et qu'il faudra en sortir pour revenir plus sur le fond du problème de la PMA. Moi, ce qui m'étonne un peu aujourd'hui, c'est que je vois tous les députés qui parlent de la PMA comme si, avant, on n'en parlait pas, mais là, vraiment, tout le monde en parle, mais je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne bien ce dont il s'agit et les problèmes qu'il y a. Et par contre, je dirais, donc, on a fait le plan cancer, on a fait le plan Alzheimer. Je pense qu'on peut faire le plan PMA avec une coordination de l'ensemble des problèmes et se donner un temps pour agir. Il ne s'agit pas d'ergoter, mais il s'agit quand même de répondre à un certain nombre de questions et d'effets collatéraux des décisions que l'on prend. Ce qui est anormal, c'est que, par exemple, vous savez que pour le diagnostic préimplantatoire, le texte de loi l'a voté, mais il a fallu attendre 5 ans pour avoir les décrets. Là, les décrets sur la vitrification, ça a été, enfin, la vitrification, donc technique de congélation d'ovocytes, a été acceptée en juillet 2011 après une bataille et bis repetita, mais les décrets ne sont toujours pas sortis. Donc, si vous voulez, voilà, il faudrait un peu aplanir tout ça et se donner après un vrai temps d'évaluation de nos pratiques, y compris sociétales. Alors, le Comité national d'éthique, c'est 40 personnes qui sont nommées, oui, c'est 40, comme toutes les académies à peu près, et qui sont donc nommés par une certaine part par les ministères, et qui sont ensuite, il y a des représentants des principaux courants de pensée, religieux, non religieux, et des représentants d'institutions qui sont, enfin je ne me rappelle plus exactement, mais donc voilà, donc c'est 40 élus, et maintenant renouvelables, au début ça ne l'était pas, voilà. Et donc avec Jean-Claude Amezen maintenant comme pilote. Quelle est la représentation des médecins dans ce comité d'éthique? Parce que c'est quand même des sujets extrêmement techniques et pointus. Oui, il y a des médecins, mais il n'y a pas que des médecins pour effectivement sortir enfin voilà. Mais il y a des médecins, mais qui sont présents parce que ce sont des personnalités, je dirais, intéressées, enfin qui font référence. Et puis il y a une forme de fonctionnement qui peut être aussi que c'est habituellement, c'est l'ouverture à des auditions, à une participation des jeunes. Il y a une journée nationale
ou qui n'est pas assez connu à mon avis, où les jeunes lycéens viennent poser des questions et participent et préparent avec leurs professeurs sur ce qui était, on va dire, avant les cours d'éducation civique, hein, qui sont donc une espèce de réflexion sur la morale et sur l'éthique. Donc il y a beaucoup de choses à faire, c'est absolument passionnant. Voilà, il faut que ça soit valorisé, à mon avis, et bien diffusé, surtout parmi les jeunes, mais pas uniquement. Tu nous as expliqué qu'au niveau de la cellule, on était capable de déterminer si un enfant serait normal ou pas avec ses maladies graves. Mais à la limite, est-ce qu'on ne serait pas aussi capable de faire un être parfait en tripatouillant encore un peu ses cellules pour dire qu'il ne sera jamais malade, il sera parfait, intelligent et tout? Est-ce qu'on ne va pas jouer aussi sur ce côté-là, peut-être qu'il freine un peu les décisions qui sont prises sur la recherche? Oui, mais ça fait partie du fantasme. C'est pas la réalité. C'est-à-dire que l'intelligence que les uns estiment n'est pas forcément l'intelligence que les autres estiment. Et l'être parfait que tu évoques, forcément le même pour chacun d'entre nous. Hein, les qualités que l'on voudrait. Et en plus, ce sont des qualités qui ne sont pas transmissibles ni même reconnaissables. Donc la génétique a certaines caractéristiques, mais aujourd'hui, elle n'est incapable de définir ce que c'est que l'intelligence, qui en plus est tellement variable et liée à l'environnement et liée à la réaction, que justement, il faut aussi pondérer ce que c'est que l'information génétique et de tenir compte que c'est une donnée, mais prise dans un environnement particulier, la même génétique, on le voit bien avec les jumeaux, hein, va donner des choses différentes. Merci René. On a tous un peu le tournis quand même. Hein. Tu te demandes si on l'a. Moi, je suis on l'a parce que c'est difficile de ne pas l'avoir. Alors, je trouve qu'il y a énormément de choses, évidemment, dans tout ça, très compliqué. Juste pour revenir sur le point de départ, tu as dit il n'y a pas de droit à l'enfant. En fait, ton exposé, c'est quand même il y a un droit à l'enfant. Il n'y a pas une obligation à l'enfant, mais on a un peu l'impression quand même que tu poses les jalons du droit à l'enfant. Parce que on a le droit à la procréation médicale, on a le droit à ci, on a le droit à ça. Ce d'autant que dans beaucoup de pays du monde, en particulier en France, on manque pas trop d'enfants, donc on fait ça parce qu'il y a une demande, comme tu l'as dit, mais pas parce qu'il y a un vrai besoin au sens nataliste, démographique, etc. Il y a même plutôt dans le monde beaucoup de questionnements sur comment maîtriser le trop d'enfants. Les projections démographiques de l'Afrique sont très préoccupantes, alors que d'autres politiques très musclées comme celle de la Chine ont beaucoup contraint et induit d'ailleurs des comportements assez pervers sur les choix notamment des sexes des enfants. Donc, une question. Et justement, pour prolonger la question précédente, est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a droit à l'enfant, alors peut-être pas intelligent, heureusement, qu'on ne sait pas le trouver génétiquement, mais sain, parce que quand tu dis, évidemment, on peut que suivre, il n'y a pas d'eugénisme, oui, c'est un mot tellement effrayant qu'on rejette cette forme-là. Mais prenons une maladie comme, je sais pas moi, la drépanocytose. Alors on va pouvoir savoir s'il y a une maladie, on va pas prendre l'enfant homozygote parce que c'est la maladie. Et tu dis oui, mais s'il a juste le trait drépanocytaire ou la maladie qui ne s'exprime pas, eh ben celui-là on le laissera. Mais est-ce que tu ne penses pas que quand même on va aller dans l'idée que, au fond, je peux faire plein d'embryons, je peux choisir celui des 4 qui n'a pas la maladie, c'est quand même celui-là, parce que comme tu l'as dit, il y a la demande. Tu as dit il y a la demande, donc on va vers la demande, mais la demande va être de l'enfant qui n'aura pas la maladie. Donc est-ce que tu ne crois pas quand même que toutes ces techniques, à la fois d'identification génétique, de projection sur le futur, ne vont pas quand même conduire à une forme effectivement de sélection des individus, parce qu'il y aura la demande et parce qu'on saura le faire? Alors, je crois que dans la vraie vie, c'est que les gens souffrent ou ne souffrent pas. Je veux dire, pour venir à la PMA, il se trouve que la PMA, c'est pas aussi simple qu'un claquement de doigts. C'est quand même un parcours difficile et que donc on vient pas pour choisir justement le sexe ou quelque chose qui n'est pas du domaine de la souffrance d'une maladie. Donc ça, c'est une limite importante, je dirais, en tous les cas, aujourd'hui, parce qu'on n'a pas d'autre moyen de faire cette PMA qu'une invasion quand même au niveau du corps de la femme qui est quand même notable. C'est un parcours du combattant, comme on le dit, hein, c'est pas si simple. Ensuite, je pense que effectivement, on pourrait avoir tendance à dire qu'on va prendre plutôt l'embryon qui, de toute façon, il ne sera pas malade. L'embryon qu'on va prendre, qu'il soit porteur ou pas porteur de la maladie, il ne sera pas malade. C'est ça qu'on cherche.
Par contre, on n'intervient pas sur la génération d'après, parce que lui-même pourrait transmettre à la génération d'après, surtout s'il rencontre quelqu'un qui est porteur aussi. Donc, il est clair que nous ne choisissons pas, et nous n'avons pas le droit de le faire, mais en plus nous ne choisissons pas, dans ce sens-là. Nous choisissons uniquement pour éviter que l'enfant soit malade. Voilà, c'est ça le but, c'est donc un but médical. Maintenant, dans les rêves des uns et des autres, et les plus fous, parce que ça existe bien sûr dans la société, encore une fois, pour reprendre vos remarques, c'est vrai qu'on est taraudé par l'idée de dire mais est-ce qu'on pourrait pas fabriquer un être humain avec telle ou telle caractéristique et telle perfection, je veux dire, ou absence d'imperfection. Quand je disais qu'il n'y a pas de droit à l'enfant, c'est justement ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de choisir un garçon, de vouloir avoir des caractéristiques qui n'ont rien de caractéristiques, je dirais, d'ordre médical. Si la conception peut être sociétale, puisque c'est ce qui est en train d'être discuté, le produit de cette démarche n'est pas de fabriquer des hommes de telle ou telle caractéristique. Alors, ça veut dire qu'il faut avoir une vigilance permanente pour ne pas répondre à ce type de fantasmes, qui sont que des fantasmes, parce qu'ils n'existent pas. On n'a pas les moyens de répondre à ce sous-jacent, mais c'est suffisamment polluant pour empêcher le véritable progrès au profit de fantasmes. Voilà. Donc il n'y a pas de choix de l'enfant parfait, de l'enfant intelligent, et il n'y a pas de droit à l'enfant au sens où, s'il y avait un droit à l'enfant, quelles que soient les conditions de la réalisation de la conception, elle serait gommée au profit du résultat qui est l'enfant. Donc il y a une possibilité qui est limitée par la société, parce qu'il y a une aide sociétale, parce qu'il y a des limites, je dirais, pour pouvoir... par exemple, le fait que en France, c'est remboursé par la sécurité sociale, certes, mais jusqu'à 43 ans, ce n'est pas remboursé après, que nous avons le droit de faire des PMA que jusqu'à l'âge de 48-49 ans, pas après, à la différence d'autres pays comme l'Italie, enfin, pendant un temps. Maintenant, ils sont revenus, comme quoi ça évolue aussi. Donc, on n'est pas dans une situation sans limite. On est dans une situation avec limite. Et une des limites, à mon avis, éthiquement fondamentales, c'est celle de la commercialisation du corps, des gamètes, et toute cette marchandisation qui pourrait se mettre en place comme les organes, comme, je dirais, ce que l'on connaît, y compris même sur les brevets, mais surtout sur les organes et sur les cellules. Donc c'est ce point-là qui doit être, je dirais, suffisamment puissant pour s'opposer à ces idées. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument combattre l'idée même de la grossesse pour autrui. Même si on peut être sensible au fait qu'une femme n'a pas d'utérus et qu'elle pourrait bénéficier d'un enfant, mais d'un enfant génétiquement de soi, au prix d'une utilisation d'une autre femme pendant 9 mois et plus, psychologiquement, dans son corps, dans ses risques et tout ça, pour satisfaire son propre désir. Donc il y a des limites, tout n'est pas possible, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le mariage pour tous, ce slogan-là, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, puisqu'on ne peut pas se marier avec tout le monde, c'est pas vrai, je ne peux pas me marier avec ma maman, et voilà. Et donc, voilà, il y a des limites. Oui, ici, je voudrais avoir votre sentiment sur l'anonymat d'un côté des donneurs, qui est peut-être justement un gage de non-commercialisation ou marchandisation du corps, et puis d'un autre côté, le droit à l'enfant à connaître ses origines, qui est justement mentionné dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc j'aimerais savoir donc votre sentiment par rapport à ces deux problématiques. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure de la multiplicité des parents, mais est-ce que les vrais parents, en quelque sorte, ceux qui créent justement notre identité et notre histoire, c'est pas justement les parents biologiques que les enfants justement ne peuvent pas connaître quand on fait donc toutes les procédures que vous avez mentionnées? Je ne sais pas, vous partez d'une affirmation en disant que c'est le biologique qui prime, ça c'est votre opinion, mais je sais, enfin ça mérite discussion. Moi, par exemple, je ne considère pas, pour réaliser du don d'ovocytes largement depuis 25 ans, que c'est le biologique qui prime. Je pense que c'est au contraire le sociétal qui prime. Je veux dire, mais voilà, alors c'est une discussion sans fin, je dirais là-dessus, mais on peut dire en tous les cas qu'il y a une dose de l'un et de l'autre.
Pour revenir à votre question, parce que ça, c'est pas une façon de gommer la question de l'anonymat, mais je dis simplement que dans le génétique a une part d'importance, mais on sait très bien qu'il est modifié par l'environnement et que la même génétique peut être complètement différente selon le type d'éducation et l'investissement et l'amour et l'affection et tout ce qui va en découler. Donc un individu se constitue sur une base génétique, c'est vrai, mais je dirais pas uniquement. Enfin, c'est ce que je pense. Mais pour répondre à votre question sur l'anonymat, c'est une histoire très complexe parce que c'est une pièce de théâtre qui se joue à 20 ans d'intervalle. Le deuxième acte se joue 20 ans plus tard. C'est les Trois Mousquetaires, d'ailleurs. Et j'y avais pas pensé, mais enfin c'est comme ça. C'est les Trois Mousquetaires, et puis 20 ans après, puis après il y a le Vicomte de Bragelonne. D'accord. Donc tout le monde a lu Alexandre Dumas. Mais il y a Trois Mousquetaires parce qu'il y a un troisième, effectivement, dans le couple. Simplement, 20 ans après, l'enfant peut rechercher, enfin 20 ans, vous voyez ce que je veux dire, 18 ans après, peut rechercher son origine biologique. Faut-il lui interdire ou faut-il lui permettre? Ça dépend beaucoup des parents qui, les uns veulent garder le secret, ne veulent pas dire comment ça s'est constitué. C'est difficile de l'imposer, et d'autres, au contraire, souhaitent le dire. Moi, j'étais partisan, avant ce débat sur les couples homosexuels, parce que, à mon avis, ça vient repositionner le problème encore différemment. Moi, j'étais pour ouvrir aux possibilités. C'est-à-dire que un couple souhaite avoir un enfant et, je dirais, par don de sperme, par exemple, ou don d'ovocytes. C'est lui qui décidera en personne de ce qu'il dira. Comme, je dirais, dans la vie hors PMA, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas issus du couple susdit. Et donc, on n'est pas en train de mettre la carte génétique quand même sur le front. Donc, c'est lui qui va décider comment il a conçu son enfant et qu'est-ce qu'il veut lui donner. Mais il peut aussi changer d'avis. Et il peut, au cours des années, dire à l'enfant la façon dont il a été conçu. Si l'enfant n'est pas au courant, il n'est pas au courant. Il y en a plein qui ne sont pas au courant, même parmi nous ici. S'il est au courant, il peut vouloir rechercher quel est son père ou sa mère biologique. Il peut aussi ne pas le vouloir. On a beaucoup entendu parler de ceux qui recherchaient leurs parents biologiques. Ils sont un petit groupe important, mais beaucoup ne veulent pas, parce qu'ils considèrent que de toute façon, quand bien même c'est un donneur, ils ont été élevés par un tel, et ne veulent pas bouger cette création. Maintenant, il pourrait y avoir aussi un enfant qui cherche donc ses origines. Et moi, je pensais qu'un donneur pourrait aussi dire, au cours des années, soit immédiatement, soit revenir dessus, au cours des années, de dire qu'il acceptait que son identité soit communiquée. Et donc, c'était un peu un cumul des possibles. Si le donneur était d'accord, si l'enfant était au courant, et donc si les parents l'avaient dit à l'enfant, pourquoi s'opposer à cela? À l'inverse, c'est là où c'est plus difficile. Si le couple ne souhaite pas le dire, comment l'obliger, encore une fois, en faisant référence à ce qui se passe dans la nature, surtout pour le troisième enfant, puisque vous savez que les études qu'on essayait de faire, de voir comment se passaient les histoires avec sperme de donneur, ont buté sur le fait que dans les classes, il y avait beaucoup de troisième enfants dont les analyses génétiques montraient qu'effectivement, ce n'était pas ce qu'on croyait. Donc, voilà, est-ce qu'il faut que chacun ait sa carte génétique? Non, mais c'est une boutade un peu, pas tout à fait, mais je pense que, en tous les cas, la question maintenant de l'ouverture au couple homosexuel, la femme, va automatiquement remettre en question l'anonymat. Parce que quand il peut y avoir quelque chose de fictif, quand il y a un homme et une femme qui élèvent un enfant, autant s'il y a deux femmes, reste là le point d'interrogation. Donc est-ce qu'on va rester dans ce cadre-là de l'anonymat? À mon avis, non. À cause de cette situation. Récemment, il y a quelques semaines, les gynécologues ont reçu une lettre leur expliquant que conseiller aux femmes d'aller chercher des ovocytes à l'étranger, même en Europe, était hors la loi, que ces gynécologues risquaient d'avoir une amende, voire une peine d'emprisonnement, parce que l'argument utilisé était que ces femmes étaient rémunérées, que ce soit en Espagne ou ailleurs, pour leur don d'ovocytes. En fait, on ne parle pas de rémunération, mais plutôt d'indemnisation, parce que ce n'est pas des sommes énormes. Tu penses que concrètement, ça peut entraîner quoi?
un recul de la part des gynécos qui auront peur finalement de se mettre en la loi et qui ne vont plus conseiller aux femmes d'aller se procurer un ovocyte à l'étranger? Et est-ce que l'indemnisation des femmes qui pourraient donner des ovocytes pourrait entrer dans cette réflexion autour de la PMA qui aura lieu, et faut-il l'autoriser? Oui, merci de poser cette question parce qu'elle est le reflet d'une situation tellement contradictoire. Je dirais, parce que les couples qui vont en Espagne ou à l'étranger, en plus, peuvent être remboursés pour une part par la Sécurité sociale française. Donc la Sécurité sociale française rembourse quelque chose qui est interdit en France et sur lequel le directeur général de la santé vient de sortir cette circulaire qui va entraîner un nouveau manifeste de quelques médecins qui vont dire, comme moi, oui, j'ai aidé, j'aide et j'aiderai encore des couples à aller à l'étranger au risque de faire la quête ensuite pour avoir les 75 000 € et les 5 ans d'emprisonnement que je mérite. Donc, il y a un moment donné, il faut revenir un peu sur Terre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a Internet, il y a, je dirais, on est médecin, on connaît les gens, et je dirais jusqu'à preuve du contraire, la loi espagnole, qui plus est, ne considère pas que c'est un paiement. Elle considère que c'est gratuit, mais qu'il y a une indemnisation parce que, je dirais, la pratique du don d'ovocytes représente une certaine lourdeur. Alors, on peut toujours discuter si c'est 900 €. D'ailleurs, les 900 € sont fixés par l'État. Ce qui évite la loi du marché, on peut dire, puisque la somme qui est donnée aux donneuses est fixée par l'État. À la différence des pays de l'Est où c'est beaucoup plus marché, justement, on va dire. Donc, est-ce que c'est la clé pour avoir des donneuses? Je pense que pour favoriser le don, il faut prendre ce problème à bras-le-corps, mettre en place dans les centres de procréation médicalement assistée la possibilité d'information, ce qui n'existe pas. Je fais une parenthèse. Voilà mon ministre préféré qui rentre, donc voilà, t'arrives bien. Pour le sang du cordon, vous savez, on a dit qu'il fallait absolument qu'on constitue des banques de sang du cordon. Et effectivement, mais ça ne marchait pas. Jusqu'à ce qu'on décide de mettre les moyens. C'est-à-dire une sage-femme, s'il y avait 500 prélèvements de cordon, la banque du sang payait le salaire d'une sage-femme. Et à partir de là, ça s'est fait très simplement, et maintenant on atteint les sommets. Donc, pour le don, c'est pareil. S'il y avait dans les centres de procréation médicalement assistée du personnel dédié à l'information, à l'accueil, à l'accompagnement des femmes qui viennent de bénéficier d'une PMA et qui voudraient participer à un programme de don, je suis sûr qu'on agrandirait déjà nos capacités, alors qu'aujourd'hui elles sont quasiment inexistantes. Donc ça, c'est déjà une mesure à prendre. La deuxième chose, c'est qu'on peut avoir une discussion sur, effectivement, est-ce que c'est aussi simple que ça de donner des ovocytes et est-ce que ça ne mérite pas une indemnisation? Alors, est-ce que c'est 500 €? Est-ce que c'est 900 €? Voilà, c'est une discussion à avoir. En tous les cas, la première des choses, c'est que de sortir sur cette notion que on fait une campagne nationale, donc vous ne vous rappelez pas, personne ne se rappelle, peut-être toi, parce que tu es quand même dans l'actualité, mais quand est-ce qu'il y a eu une campagne pour le don de gamètes, hein, mais ce n'est pas une campagne nationale qui va mobiliser, je dirais, véritablement en profondeur cette culture du don qu'ont les Espagnols, qui plus est. Parce que ce soit le don d'organes ou le don de gamètes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus entré dans les mœurs que chez nous. Donc, il y a tout un travail, je dirais, avant de tirer la sonnette de la rémunération, il y a un travail de diffusion de l'information qui me semble indispensable, et peut-être une discussion sur une indemnisation conséquente qui ne soit pas effectivement un mode de rémunération qui permette d'avoir un pseudo-métier, mais qui soit quelque chose quand même qui soutienne et qui reconnaisse que c'est pour les femmes qui donnent, c'est pas si simple. Je peux t'interroger sur les 20% de... que je t'avais entendu il y a quelques années de succès. Ah oui. Alors effectivement... Le 20 et le 40 ailleurs. Oui, alors il y a une possibilité, effectivement, il suffit de voir, même en France, il y a certains centres qui ont près de 40% de succès et beaucoup qui se contentent de très peu.
Ils se contentent d'autant plus de très peu que jusqu'à là, par exemple, si je te dis, enfin, il n'y a pas à Brousset, donc c'est simple, hein, mais si je te disais quel est le résultat du centre de Brousset, tu serais incapable de me le dire, et même du centre à côté. Alors que si tu vas sur Internet, je dirais, tu peux avoir Philadelphie, Atlanta, Californie, et la même chose en Belgique. Mais en France, jusqu'à présent, il y a eu une omerta totale, si bien que tu ne sais pas quels sont les résultats des centres. Ça fait 30 ans que ça dure, c'est quand même quelque chose qui devrait revenir aux patients eux-mêmes de savoir. Ce que l'on se rend compte, c'est qu'en juillet 2011, après un lobbying quand même, re-lobbying assez fort, sur la nécessité de la transparence, hein, eh bien, donc la loi a été prise que l'agence de biomédecine doit donner les résultats. Donc ça commence un peu à bouger dans le milieu. Et qu'est-ce qu'on se rend compte là ces semaines? Ben, c'est que dans certains cas, c'est panique à bord. Parce que quand tu constates que tu es très en dessous, que tu es à 15% dans des cas où il devrait y avoir 30%, parce que tout dépend de la population, ben, tu te dis il faut faire quelque chose. Ta première réaction, c'est qu'il faut faire quelque chose. Il faut changer quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle une audite. Le principe de l'audit, aussi bien du matériel, de la formation, du nombre de personnes. Donc c'est un moteur qui peut être intéressant et qui va l'être, mais qui vient un peu à retardement après une espèce d'omerta assez forte, et des politiques et des professionnels. Alors les professionnels, on les comprend parce qu'ils protègent un peu leur business. Enfin, on les comprend, mais on ne les excuse pas. Mais je veux dire, on comprend le moteur. Les politiques, eh ben parce que il y a une situation politique. C'est-à-dire que si on commence à dire il faut améliorer la fécondation in vitro, les résultats et tout ça, ça veut dire qu'on soutient et qu'on valorise et la recherche et la pratique. Et que ça, certains mouvements politiques ne sont pas pour. Parce que il y a une opposition, même au principe de la fécondation in vitro. Je dirais qui reste tout à fait ancré, en particulier dans l'Église catholique romaine, hein, pour parler clair. Donc, je dirais, c'était un certain nombre de voix électorales, j'entends. Oui, tout à l'heure, vous nous avez parlé de votre point de vue du côté de la femme pour la gestion pour autrui. Est-ce que vous avez un point de vue pour l'enfant qui est porté par une femme qui loue son ventre? Parce que vous donnez uniquement, très clairement, votre position pour cette femme. Mais moi, j'aimerais bien avoir votre point de vue pour l'enfant. Écoutez, pour l'enfant, je suis prudent parce que, en fin de compte, c'est pas ma pratique et que je projette un certain nombre de choses. Je vois simplement, si vous voulez, qu'on ne peut pas avoir vis-à-vis de l'enfant deux discours complètement contradictoires. Quand vous avez une femme qui bénéficie d'un don d'ovocytes, ou qui doit bénéficier, ou qui devrait, si elle le souhaite, bien entendu, car c'est volontaire, d'un don d'ovocytes, qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites, certes, l'ovule vient d'une autre femme, vous allez porter cet enfant pendant 9 mois, cet enfant ne serait pas ici si vous ne le portiez pas, et si vous n'accouchiez pas de cet enfant. C'est-à-dire qu'en fait, bien que génétiquement différent de vous, cet enfant est lié à vous et vous allez lui donner vie. Donc vous avez un discours d'assimilation, d'intégration, de possession, si vous voulez, de ce projet parental, que vous dites complètement l'inverse dans l'histoire de la gestation pour autrui vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis de l'enfant, du lien donc qui peut se passer pendant la gestation pour autrui, en disant mais non, mais c'est pas grave de ne pas du tout projeter, de pas du tout avoir de lien. Alors maintenant, qu'en est-il de l'enfant? Vous savez, c'est très compliqué parce que les enfants qui peuvent naître dans des situations abracadabrantes peuvent se retrouver. D'autres qui naissent dans des situations les plus idéales, entre guillemets, se perdent complètement dans la vie. Donc, moi, j'ai du mal à dire qu'est-ce que ça sera pour l'enfant. Allez. On sait quand même que l'enfant, émotionnellement, est relié à la femme qui porte. Et qu'une femme qui porte un enfant en sachant délibérément qu'elle va plus ou moins facilement devoir y renoncer d'ailleurs, qu'est-ce que ça donne émotionnellement? J'ai du mal à répondre à cette question, mais je comprends tout à fait que vous la posiez, puisque c'est plutôt ma tendance, elle est de dire justement dans le don d'ovocytes, ce qui compte, c'est le lien émotionnel. Mais en même temps, quand il y a un accident de la vie qui fait que la mère disparaît, que la mère n'existe plus et que l'enfant est là, je dirais, il y a une façon aussi pour l'enfant de se récupérer de cette rupture. Donc,
Non, non, mais c'est pas... Bien sûr. Je dirais, mais... j'ai du mal, si vous voulez, je suis pas loin de penser comme vous, mais je ne peux pas l'affirmer, voilà. Mais je suis assez proche de cela. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis contre la gestation pour autrui, entre autres. Moi, j'aurais une question sur le même thème. Si la gestation par autrui se fait au sein d'un couple de deux femmes, je voudrais avoir votre avis là-dessus. C'est-à-dire qu'une femme va donner l'ovocyte à sa conjointe femme qui va porter l'enfant. Ça, c'est le don d'ovocyte. Hein. C'est du don d'ovocyte. Mais où est l'homme? Non, mais la mère porteuse, elle va bénéficier d'un don d'ovocyte, mais pourquoi va-t-elle bénéficier d'un don d'ovocyte si elle-même elle a des ovocytes qui fonctionnent? Si elle n'a pas d'ovocytes qui fonctionnent, elle peut bénéficier de sa compagne. Mais il n'y a pas de don dédié d'ovocytes. Mais alors, en France, on ne donne pas pour quelqu'un de particulier, puisque le don, outre la gratuité, est anonyme. Par contre, dans certains pays, comme en Belgique, on peut donner de façon ciblée. Alors, ça pose un certain autre type de problème, puisque le non-anonymat, si vous voulez, on peut être dans un situation... Par exemple, l'Espagne est anonyme. C'est peut-être indemnisé, mais c'est anonyme. Donc, les deux paramètres peuvent se conjuguer différemment. Oui, je voulais rebondir sur la question sur l'enfant et vous demander... Parce qu'en tant que pédiatre, c'est vrai que ce qui nous préoccupe, c'est ce qui va advenir de ces enfants. Et c'est vrai que je ne sais pas si ce sont des chiffres. Les enfants nés de PMA, de mères homosexuelles, de mères âgées, de toutes ces nouvelles parentalités, on va dire au sens le plus large. On a le sentiment, sans avoir fait d'études, que ce sont des facteurs de risque. Autrement dit, les troubles du lien précoce, ces espèces de difficultés d'adaptation d'une mère à son enfant, me paraît comme ça, sans avoir fait d'études, plus fréquent chez les mères au-delà de 45 ans qui ont fabriqué les enfants dans des conditions qui sont un tout petit peu extraordinaires. La question corollaire, c'est va-t-on se donner les moyens en France de faire des études épidémiologiques d'envergure qui permettront de savoir quel est le devenir psychologique de ces enfants, quelle a été la fréquence des difficultés alimentaires, de sommeil scolaire, etc. Parce que la réponse, elle est là. Et est-ce que les politiques qui vont réfléchir à ces lois vont aussi se donner les moyens qu'on puisse répondre à ces questions? Parce que sans ces moyens-là, il y aura toujours des histoires individuelles d'enfants qui vont très bien, d'enfants qui vont très mal, que ce soit avec n'importe quel parent. Il faut avoir un peu plus de chiffres si on veut pouvoir répondre dans 20 ans aux questions que vous posez. Oui, moi je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas eu de mise en place d'un suivi épidémiologique difficile parce qu'il s'étale sur de nombreuses années. Mais néanmoins, par exemple, nous l'avons fait pour les enfants nés après diagnostic préimplantatoire. Nous les suivons dans une cohorte ainsi que une cohorte comparée. Donc on peut le faire, mais c'est vrai c'est mieux que ceux qui le fassent n'aient pas la double casquette. C'est-à-dire, c'est pas bien que ce soit nous qui suivions nos propres effets. Donc oui, je suis tout à fait d'accord que s'il y avait une transparence sur les résultats, ça devrait s'accompagner d'un suivi également transparent comme c'est fait dans certains pays, mais c'est fait quand même dans certains pays, comme la Belgique en particulier. Et je crois qu'il faut... Les choses ne sont pas tout à fait comparables. Vous avez tout mis dans un sac, et c'est pas la même chose, je dirais. D'abord, 95% de la fécondation in vitro aujourd'hui en France, c'est le père et la mère biologique sont le père et la mère sociale. Donc ça ne présente que même un peu moins 4%. Dès qu'il y a une perturbation de la filiation, là on a peut-être des réflexions un peu plus d'inquiétude, un peu plus fortes que le fait que ce soit le père et la mère qui ont souhaité un enfant. Et moi je dirais même un peu à l'opposé de ce que vous avez dit, dans ce cadre-là, je dis pas des mères très âgées, et je ne dis pas dans des situations justement de don où il y a une introduction d'une tierce personne, mais je dis dans les 95% des 60 000 tentatives qui sont pratiquées en France,
Au contraire, ce sont des choix, les enfants sont entourés. On avait même fait dans l'étude que nous avons fait sur 422 enfants, donc ce n'est que 422, mais ça représente quand même quelque chose. Au contraire, ils étaient particulièrement soutenus, parce que particulièrement attendus, particulièrement désirés, pas plus que d'autres enfants qui venaient spontanément, mais qui étaient tout aussi désirés. Donc voilà, à mon avis, il faut faire un peu la part des choses entre... Il y a différentes formes de procréation. Quand vous avez 35 ans, que vous êtes le père et la mère biologique de l'enfant que vous avez obtenu, franchement, je ne vois pas le problème. Même si vous êtes passé par la fécondation in vitro. Si par contre, vous êtes en train de bouger des lignes, comme celle de l'âge extrême ou bien de l'introduction d'une filiation différente, là, oui, il y a peut-être des interrogations. René, excuse-moi, je voudrais reprendre un peu la question que je t'avais posée tout à l'heure. Si tu étais en responsabilité, et c'est intéressant que Bernard soit là aussi, c'est-à-dire, moi je suis un peu comme Gilles, c'est-à-dire que après t'avoir entendu, surtout ton introduction, on a le tournis, le nombre de questions que tu as évoquées, la suspension du temps de la procréation par la congélation, la confusion sur la filiation, le risque d'eugénisme, la marchandisation des ovocytes, le problème de l'anonymat. Les problèmes sont absolument multiples, passionnants, mais extrêmement dangereux du point de vue sociétal. À partir du moment où tu m'as répondu comité d'éthique ou comité des sages, si tu étais en responsabilité, ce qui a déjà été fait. Mais est-ce que tu ne penses pas que là, on est parti d'avoir mélangé mariage pour tous, ou pas mélangé, mais d'avoir le mariage pour tous et aussi rapidement l'ensemble de ces problèmes évoqués, on va dans un problème où on n'aura pas le temps de réfléchir, tant du point de vue médical, philosophique, éthique. Oui, enfin, moi je pense, si tu veux, qu'il faut un peu stabiliser, là, parce que ça a suffisamment bougé, qu'il faut stabiliser pour assurer déjà le mode de fonctionnement de la PMA d'indication médicale, qui, comme on l'a dit, pose déjà un certain nombre de problèmes, avoir une réflexion un peu plus lente et plus longue sur l'ouverture sociétale, et de bien mesurer les conséquences de cette ouverture sociétale. Voilà ce que je pense. Donc je serais pour faire en 2 temps, mais d'aborder tous les problèmes, qui est d'abord résolvons les problèmes médicaux sur lesquels nous nous sommes engagés, mettons des limites en particulier sur la commercialisation, et puis réfléchissons sur l'ouverture sociétale. Non mais on me force à parler, tu sais comme c'est. Comme j'ai rien entendu, je ne veux pas... Oui, bah d'accord, mais enfin c'est toujours aussi passionnant, mais enfin René est là quand même aujourd'hui. Bon. Donc je voudrais ajouter une perplexité à tes perplexités, Eric. D'abord les décideurs politiques entre nous, vous les connaissez bien, moi aussi, c'est pas un critère. Et puis là il y a une espèce d'accélération fantastique qui en effet donne le tournis. Et puis il y a quelque chose que vous n'évoquez pas, mais pas qui me trouble terriblement. Si j'ai bien compris, nous avons une fois de plus la même attitude. Acte thérapeutique, sans aucun doute, avec probablement accélération de la recherche, des tabous qui tombent, etc. Mais acte thérapeutique. Seulement voilà, maintenant ce que tu appelles les problèmes sociétaux vont envahir, comme on dit, le champ non seulement français, mais international. Or, ceci se complique par le fait que la mondialisation, s'il y a un exemple de globalisation, mondialisation, c'est bien celui-là. Nous avons des lois, nous sommes quelques-uns à avoir participé à la rédaction de ces lois, et comme on a le droit de voyager, elles tombent immédiatement dans un domaine public qui est complètement mondial. Et la circulaire qui est passée, j'ai beaucoup d'admiration pour Christiane Taubira, mais faire sortir cette circulaire au moment du débat déjà bien compliqué, pour un certain nombre de gens, il n'était pas tellement compliqué pour moi, pour le mariage pour tous, mais c'est un problème qui s'était posé au Quai d'Orsay très souvent. Il y a ces enfants qui sont nés de façon clandestine et illicite pour notre point de vue français, mais qui existent. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les rattache à notre pays parce que les parents sont français? Ça paraissait logique, mais en même temps, ça posait profondément
le problème de ces lois éthiques qui ne servaient plus à grand-chose parce qu'il y a, de mon point de vue, marchandisation et même chosification. Alors, on va légiférer en France, je ne sais pas dans quel sens, puisque le balai des suppositions entre le mois de mars et la fin de l'année continuera un petit peu. On attend la réflexion du Comité national d'éthique, très bien. Mais pendant ce temps-là, on va en Belgique, on va aux États-Unis, on va en Espagne, et c'est comme si notre loi ne servait plus à grand-chose. Je ne dis pas qu'elle sert à rien complètement, mais elle ne sert plus à grand-chose, puisque de toute façon, ça va se faire ailleurs, que le marché va exister, que ceux qui auront de l'argent, et ça c'est mon grand refus, que ceux qui ont de l'argent, évidemment, auront des enfants plus facilement que ceux qui n'en ont pas. Et que dans cette, comment dirais-je, marchandisation, c'est toujours finalement les riches qui achèteront les enfants des pauvres. Je parle de l'adoption, mais pour le reste aussi. À moins que vous en ayez rencontré, moi je n'ai jamais rencontré de femme qui faisait ça pour le plaisir. Prêter son corps et la possibilité de gestation pour un enfant qui était le sien comme tu l'as défini, par la tendresse, par le fait que c'est dans son utérus, etc. Et ça, franchement, je pense qu'on n'y réfléchit pas assez. Il va de soi, apparemment, puisque cette circulaire a vu le jour, sans complication et sans discussion, qu'on adopte, enfin qu'on nationalise les enfants qui ont été achetés. Je ne dis pas encore la façon de les faire, j'ai compris, ça aussi, ça va se multiplier à travers le monde, mais l'argent qui consiste à acheter plus facilement un ventre de pauvre ou un enfant de pauvre, ça, j'arrive pas à m'y faire. Bon, alors je pose aucune question, puisque j'ai rien entendu. Je pense que tu as répondu à tout. Mais vous vous rendez compte que c'est fait, en fait, et que l'opposition, comme on dit maintenant qu'il y a une autre majorité, est en train de protester assez justement. Vous avez indiqué le chemin, de toute façon, ces enfants seront les nôtres. La discussion n'a pas eu lieu suffisamment. Je ne dis pas que je suis complètement contre, hein, mais franchement, ça me choque beaucoup que ces lois bioéthiques qui ont déjà été terriblement difficiles à faire passer ou à discuter ou à ajuster, etc., à travers l'Europe ou les pays qu'on disait occidentaux, qu'est-ce que ça va devenir? C'est complètement caduque. C'est pas une question, Alain, excuse-moi. Oui, professeur, j'avais une question en rapport avec ma spécialité qui est la chirurgie plastique. La première, c'est le diagnostic préimplantatoire des malformations. Et la deuxième, c'est la population des transsexuels. La première question, est-ce qu'on est capable actuellement de faire le diagnostic des malformations de la main, d'une fente ou d'une micro-scie? Et est-ce que c'est éthiquement envisageable de... Quelle est la limite finalement entre la malformation ou la maladie que l'on va tolérer et celle qui ne l'est pas? Est-ce qu'il y a une liste, par exemple? Et la deuxième, est-ce qu'il y a concernant les transsexuels, est-ce qu'il y a des considérations particulières ou est-ce qu'on les range soit dans les homosexuels, soit dans les célibataires? Alors, pour la première question, non, on s'est opposé à ce qui est une liste, parce qu'on a toujours pensé que faire une liste, ça mettait les gens qui étaient dans la liste dans une certaine obligation et un certain regard, et que c'était une façon de laisser la liberté aux gens d'accepter ou de ne pas accepter que leur enfant ait telle ou telle situation. On n'est pas pour l'intervention du modèle. Donc, il n'y a pas de liste, mais je pense que c'est une bonne chose. Le deuxième point, c'est que la loi est assez précise en France. Peut-être c'est un intérêt de la loi, en tous les cas pour notre pays. C'est que c'est, encore une fois, des maladies graves et incurables au moment du diagnostic. Donc, le bec de lièvre est quelque chose de curable. Donc, on ne prendra pas cette situation-là pour faire du diagnostic préimplantatoire. En plus, il faut savoir que beaucoup de maladies ne sont pas liées à un seul gène, mais à une multitude de gènes, et qu'on ne sait pas les reconnaître leur cause. Donc c'est un ciblage très, très précis, je dirais, de maladies, encore une fois, graves et incurables. Et il faut savoir que dans la décision qui est prise, il y a une discussion pluridisciplinaire où il y a des pédiatres, il y a des généticiens, il y a des gynécologues, et que certaines situations sont acceptées, d'autres ne le sont pas, après motivation et discussion pour conseiller les couples. Donc c'est un processus et un procédé qui est assez démocratique, je trouve, qui ne répond pas à toutes les demandes, à toutes les anxiétés, à toutes les angoisses, et qui amène à des refus de demandes parce qu'il n'y a pas de gravité suffisante. Par exemple, sur le cancer, vous savez qu'on ne fait pas, en France en tous les cas,
parce qu'on pense que la survenue de cancer du sein dans 30 ans aura d'autres thérapeutiques et qu'on ne va pas s'amuser à ne pas mettre des embryons qui seraient porteurs d'une susceptibilité ou d'une potentialité de ce type de cancer. Donc voilà, ce sont des attitudes. Alors maintenant, en ce qui concerne les transsexuels, qui ont une population, encore une fois, bien particulière, effectivement, les transsexuels femmes qui ont le statut reconnu comme hommes, sur le plan légal, je dirais, ont la possibilité de s'adresser comme hommes stériles au sécos et donc de bénéficier d'un don de sperme de leur couple. Et il y a effectivement un certain nombre d'enfants qui sont nés et plusieurs psychologues, philosophes entourent cette pratique qui est minime en termes de nombre, mais qui, sur le plan de la réflexion, n'est pas inintéressante. Est-ce que je peux rebondir sur ce qu'a dit Véronique tout à l'heure, parce que je suis comme elle pédiatre et c'est vrai, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé des enfants ce soir. Et si l'autre dame aussi. J'ai été très frappée il y a 2 jours en voyant un couple dont la mère a 44 ans et qui a bénéficié après 12 tentatives de FIV d'un don d'ovocytes et qui a eu des jumeaux que j'ai été amenée à examiner qui vont pas mal. Ils sont nés prématurément, mais ce qui me frappe, c'est qu'elle ne voulait pas que je marque nulle part dans le dossier qu'elle avait eu un don d'ovocytes, que j'avais l'impression, comme souvent pour certains types de PMA, les parents et en particulier les mères culpabilisent beaucoup. Et vous avez parlé tout à l'heure de cette prise en charge des couples demandeurs de PMA. Je pense qu'on ne les aide pas assez à peut-être normaliser certaines situations qui méritent d'être normalisées parce que ça peut avoir un retentissement sur les enfants. C'est dans ce sens-là que je pose la question. Et moi, ça ne me gêne pas de ne pas marquer que cette grossesse a été obtenue avec un don d'ovocytes, mais il n'y a pas que ça. Et je veux dire, depuis de nombreuses années où la PMA existe, je suis toujours frappée en tant que pédiatre qu'on n'ose pas parler. Il y a un non-dit autour de ces procréations vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des amis, et je trouve ça gênant pour les enfants, qu'ils veulent ou non savoir d'où ils viennent, hein, mais je trouve ça très, très difficile à gérer. Écoutez, c'est la question que vous posez de dire ou de ne pas dire quand il y a un secret de famille, et celui-là en est un assez fort, suscite un certain nombre de débats chez les psychanalystes, on va dire, ou les pédopsychiatres et les pédiatres et tous ceux qui s'intéressent à l'enfant, qui montrent que les points de vue sont complexes. Je veux dire, il n'y a pas un point de vue unique. Mais il y a bien sûr des interrogations que vous soulevez. Au sens où je pense qu'avant de se lancer dans une aventure qui fait appel à des gamètes étrangers pour toute la charge qu'il y a autour de cela, je pense que le plus compliqué, c'est de prendre le temps de la réflexion et de pas de tirer, je dirais, de monter sur l'armoire pour prendre la paillette de sperme ou d'ovocytes que l'on voudrait parfois prendre rapidement. Et je dis souvent aux couples que je vois, prenez le temps de votre réflexion, puisque justement, comme je l'ai dit au début, votre utérus n'a pas d'âge, vous pouvez attendre, vous n'êtes pas dans la pression de l'âge qu'il y a si on s'adresse aux ovaires. Et ce qui me semble plus important, c'est de voir que des couples qui, si on leur donnait l'ovocyte là, à la fin de la consultation, le prendraient tout de suite. Mais une fois qu'ils font les entretiens avec un psychologue patenté dans ce type de problème et d'interrogation, parfois reculent et il n'y a pas de mal à cela. Il y a à être en accord avec soi-même. Inversement, un certain nombre de couples ne veulent pas entendre parler du don d'ovocytes quand vous abordez la question. Et s'ils font la démarche, mais il faut déjà faire la première démarche, au moins de se poser la question, ils peuvent ensuite, parfois, en tous les cas, adhérer à cette éventualité. Et je dis souvent, et par expérience, puisque là, ça va faire quand même un certain nombre depuis 84, hein, les dons d'ovocytes, si les choses sont résolues avant, enfin résolu, on va dire relativement résolu, rien n'est résolu, mais rien n'est résolu complètement, mais quand même, si les questions ont été abordées et que ça correspond à une absence de pression de l'un de l'autre, parce qu'il y a 2 personnes, hein, voilà, les choses se passent bien. Si par contre il y a effectivement un malaise, et c'est tout le problème, c'est de détecter le malaise, à ce moment-là, ça risque de retentir, et là c'est une situation à risque. Parce que, je veux dire, automatiquement, il va y avoir des comportements d'évitement, Alors,
Voilà, moi je pense qu'il y a des secrets qui sont bien gardés. Il y a des gens qui ont une structure capable de garder des secrets. Je ne suis pas, mais ça c'est mon point de vue. Hein. Je ne pense pas que tout secret est négatif. Je dirais, mais à condition d'assumer que c'est un secret. Maintenant, je pense qu'au contraire, pour beaucoup de gens, le fait de dire et de parler relativement tôt, je dirais, est aussi quelque chose de stabilisateur et de structurant. Voilà, le problème c'est de savoir à qui on a affaire, et les histoires sont tellement différentes que c'est passionnant, mais on ne peut pas avoir, je pense, une réponse univoque pour tout le monde. Mais encore faut-il que les gens s'adaptent et soient bien dans leur façon de penser, quoi. Et ça, c'est un travail qui doit prendre du temps. Vous nous avez montré à quel point les progrès de la technique avaient posé le problème de la filiation. Alors cette question de la filiation est quelque chose qui fait énormément débat en ce moment. Est-ce que je peux me permettre de vous demander, à titre personnel, compte tenu de votre compétence, quelle est votre position? Est-ce qu'il faut laisser la porte ouverte à tout type de filiation, ou inversement, faut-il essayer de limiter les cas de figure? Faut-il éviter qu'il y ait, entre guillemets, n'importe quoi? Que faut-il sur le plan éthique? Écoutez, j'ai commencé ce travail en restant dans un domaine médical, comme on l'a dit, et thérapeutique. C'était la ligne de conduite. J'y reste très attaché, comme j'ai essayé de le faire passer, mais je ne peux pas ne pas me poser des questions comme tout le monde sur l'évolution des choses et de la société. Et c'est effectivement avec une certaine préoccupation que je vois cette ouverture aux causes sociétales, parce qu'il y a celle-là, mais il y en a d'autres après qui vont venir, en particulier celle du choix du sexe. Ça va se faire exactement de la même façon. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme point limite? En même temps, je ne suis pas complètement insensible, et particulièrement aux femmes célibataires. Des fois, je me pose la question, est-ce que effectivement les médecins ont fait 12 ans d'études pour éviter un rapport sexuel à un couple? Parce que ça revient à ça, faire une insémination. Voilà, donc c'est vrai que j'ai pas la clé de tout ça. Je suis un peu, comme tout le monde, bousculé. Et j'essaye de replacer cela en mettant ce qui est fondamental, c'est quand même de ne pas perdre, je veux dire, ne pas répondre précipitamment, en tous les cas, à un groupe qui fait partie de notre société, et il y a plusieurs groupes, avoir une vision d'ensemble plutôt unificateur, plutôt que de répondre pression par pression sur tel ou tel groupe, je dirais, qui peut avoir. Mais on ne peut pas complètement éliminer le débat, sauf lorsqu'il il dépasse une ligne rouge, jaune ou bleue, qui est celle de l'exploitation de l'autre. Donc, quels sont les faibles? Quels sont ceux qui risquent d'être exploités? Quels sont ceux qui risquent d'être utilisés? C'est toujours la question. Alors, dans l'histoire des couples homosexuels, par exemple, quand je me pose cette question, ben, je suis un peu dans l'embarras. J'écoute effectivement les pédiatres et psychanalystes avec intérêt. Leur non-unanimité me renvoie à mes interrogations. Je suis plus clair lorsque je perçois effectivement qu'il y a un risque de commercialisation du corps, d'exploitation de l'autre à ses propres fins. Donc on reprend le vieil adage, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Enfin, voilà, tout ça. Voilà, donc c'est vrai que la GPA, c'est vraiment pour moi en tous les cas très très clair. Et je préfère travailler sur la greffe d'utérus, qui est encore autre chose qu'on n'a pas abordé ce soir pour pas augmenter le tournis, mais qui se pratique, qui commence à se pratiquer en tous les cas, pour les femmes qui vraiment ont des situations de malformation. Mais en ce qui concerne en particulier l'ouverture aux femmes célibataires, c'est très compliqué. Dans la mesure où il y a un certain nombre de femmes célibataires qui élèvent des enfants, et on ne peut pas dire qu'on a la preuve que les choses vont mal. En tous les cas, voilà, il y en a qui vont mal, bien sûr, mais je veux dire, chez les autres aussi. Excusez-moi. Même si c'est un petit peu hors sujet, on en est où de l'embryon thérapeutique? De l'embryon thérapeutique, faire un embryon pour... voilà. Alors, cette situation-là, pour l'expliciter, ce qu'on appelle, ce que nous avons appelé, je veux dire, l'embryon du double espoir. C'est-à-dire de ne pas avoir la maladie génétique qui risquait d'être transmise dans cette famille, et en même temps,
au moment de la naissance, de pouvoir bénéficier des cellules du sang du cordon pour pouvoir guérir un frère ou une sœur qui, eux, ont été victimes de la maladie. Donc c'est quelque chose que l'on a pratiqué dans mon équipe, que l'on a continué à pratiquer d'ailleurs, qui a soulevé beaucoup de débats. Est-ce qu'on utilise l'enfant? Est-ce que c'est une chosification de l'enfant qui va naître? Je ne le pense pas, dans la mesure où ce que souhaite la famille, c'est d'avoir ce que souhaite le couple, c'est d'avoir une famille harmonieuse. Elle a 1 ou 2 enfants qui sont atteints d'une maladie grave qui fait par exemple qu'ils ont une transfusion sanguine tous les 10 jours. C'est lourd à apporter, ça a des conséquences qui ne sont pas si simples, bien sûr, pour l'évolution ultérieure de ces enfants. Et il n'y a pas, malheureusement, dans les banques de sang du cordon, de sang disponible pour pouvoir faire une greffe de moelle. Donc la survenue d'un enfant, soit spontanément, soit volontairement, après le choix des embryons, peut être une solution qui, d'une part, permet à un enfant de devenir indemne de la maladie, et aussi de pouvoir, je dirais, avoir un traitement par l'intermédiaire des cellules souches du sang du cordon d'un des aînés atteints de la maladie. Ça, c'est une autre réflexion qui, personnellement, m'a toujours fait penser que lorsqu'on envisageait un enfant, on envisageait un enfant pour lui-même, bien sûr, mais il était toujours habillé de notre propre histoire, qui faisait qu'il y avait des projets d'enfants qui étaient pas forcément très glorieux, pour que ce soit l'héritage, garder quelqu'un, paraître, etc. Mais qu'ensuite les choses pouvaient changer, bien entendu. Et que donc, en un mot, pour répondre aux interrogations qui ont été formulées, oui, le projet d'enfant est compliqué. C'est en même temps un mélange de l'enfant autonome, mais aussi de l'enfant de soi, de son histoire, et de ce qu'on voudrait qu'il soit porteur, même si après il se retourne complètement. Donc je pense qu'il n'y a pas d'utilisation de l'enfant dans ces situations, puisqu'on utilise le sang du cordon, et que bien sûr qu'on souhaite un enfant qui soit sain, qu'on ne joue pas la politique de l'autruche pour faire un 3e enfant, je dirais, qui soit atteint, comme ça a été le cas pour la première naissance en France que nous avons pilotée. René, merci infiniment. Je crois qu'on peut tous remercier... Je vous propose de continuer la discussion, si vous voulez, autour d'un verre. Et le 4 mars, c'est Eli Cohen qui viendra nous parler du devenir de l'économie mondiale face à la crise. Et je crois qu'il y a beaucoup à dire. Merci. Merci encore, René. Franchement, la démographie...